Bonjour YouTube, j'espère que ça va bien après avoir honteusement séché le débrief de Lyon-Toulouse 0-0. Cette fois, on retourne au charbon et une fois n'est pas coutume, l'Olympique Lyonnais n'a pas perdu le foot, mais l'Olympique Lyonnais n'a pas gagné le foot. L'Olympique Lyonnais n'a pas pris de but, mais n'en a pas marqué. 0-0 entre Fenerbahçe et l'Olympique Lyonnais en 7e journée de l'Europa League. Résultat, somme toute, pas catastrophique au niveau comptable, puisque l'Olympique Lyonnais est toujours solidement installé dans le top 8 de l'Europa League, mais résultat qui aurait pu entériner une place dans ce top 8. Il faudra la semaine prochaine confirmer contre Ludogorets à domicile pour éviter les barrages. On va débriefer ensemble ce deuxième match nul et vierge d'affilée pour l'Olympique Lyonnais, qui à la fois était quand même pas un match foufou, mais en même temps a quelques aspects rassurants après l'enchaînement de Bourgoin, Brest, Toulouse, l'infâme caca. Voilà, bienvenue à vous, n'oubliez pas de vous abonner, de lâcher des pouces, des commentaires, etc. etc. On continuera, hein, tant pis, on fera pas le grand chelem de tous les débriefs cette saison, on n'y arrivera pas. D'ailleurs, le match contre Ludogorets va aussi sauter, pour une raison très simple, qui est que je serai à Brest la veille pour voir Brest-Real Madrid. Voilà, pardon, désolé, je fais des infidélités. Fenerbahçe OL, donc le Fenerbahçe qui restait sur 4 victoires d'affilée. Un adversaire à la fois coriace, mais en même temps pas très bien placé, puisqu'ils étaient 22e de cette phase de poule de l'Europa League. Un adversaire que l'OL aime bien, puisqu'on les a toujours torchés. Voilà, c'était le 5e fois qu'on les rencontrait. C'est la première fois qu'il n'y a pas de victoire de l'OL dans un match contre Fenerbahçe. L'OL qui était aligné en 4-2-3-1, cette fois après les folles performances du 4-3-3, hein, n'est-ce pas? 4-2-3-1 avec quelques petites... pas nouveautés, mais quelques petites confirmations, puisqu'on avait Koumbedi du côté droit, Abner côté gauche, et Mikotadze titulaire en pointe. On s'est retrouvé dans un match où Fenerbahçe a mis tout de suite beaucoup d'intensité. Beaucoup d'intensité dans les premières minutes, a pris l'OL à la gorge, et en fait ça a été un match avec de l'intensité physique, mais pas beaucoup de qualité technique dans la globalité. 0-0, il a fallu attendre... la mi-temps presque pour voir une vraie occasion de but. On avait un tir cadré en cumulé sur les deux matchs, sur les deux équipes à la 45e minute. Autant vous dire que c'était pas non plus la folie. Une deuxième mi-temps un tout petit peu plus rythmée côté Olympique Lyonnais, a été aidé notamment par l'entrée d'Alexandre Lacazette qui a remplacé un Malik Fofana blessé. On a eu une période de, on va dire, 20-25 minutes où l'OL a un petit peu poussé et mis le pied sur le ballon, ce qui faisait quand même longtemps qu'on n'avait pas vu un OL à peu près cohérent sur le terrain. Et puis un dernier quart d'heure un peu décevant, où on a vu une équipe qui avait peur et qui tentait de garder ce match nul qui est encore une fois plutôt rassurant, mais on voit que cette équipe elle n'est pas guérie et loin de là. Voilà, au niveau comptable, l'OL, au moment où je vous parle, ça va peut-être évoluer parce qu'on est en plein milieu des matchs de 21h, est 5e de cette phase de poule de l'Europa League, mais ne compte que très peu d'avance sur les 10, 11, 12e places. Donc il faudra, quoi qu'il arrive, l'emporter face à Ludogorets pour être sûr et certain d'aller directement en 8e de finale. Qu'est-ce qu'on peut garder de ce match? Déjà, on va garder le côté un peu rassurant. On a un match où l'OL a quand même été très peu mis en danger. C'est à noter, parce qu'on a eu un Fenerbahçe qui a pressé très fort dans le début de la rencontre. Alors oui, c'est pas l'équipe du siècle, Fenerbahçe. Il y a des joueurs dans cette équipe de Fenerbahçe, ils n'ont plus grand-chose dans le réservoir. Mais quand même, l'OL a été relativement solide défensivement. Je pense que c'est la première satisfaction de cette rencontre. Et relativement cohérent sur le terrain. Il y a des choses que moi, j'ai pas compris, notamment offensivement. Le placement de Benrahma et Cherki, j'ai rien compris. J'ai l'impression d'avoir joué avec 2 numéros 10 et pas d'ailier droit. Mais au niveau de la défense, au niveau du milieu de terrain, c'était à peu près pas scandaleux. C'est-à-dire qu'on avait eu un match contre Toulouse qui était pourrave, mais qui était moins scandaleux que Bourgoin. On a un match contre Fenerbahçe qui est moins pourrave que Toulouse. Alors petit pas par petit pas, c'est moins affreux. On est encore très loin d'un Noël flamboyant, on est encore très loin d'un Noël satisfaisant, mais c'est moins catastrophique. C'est un match que l'OL aurait pu gagner, même si vous allez le voir sur les stats, c'est à peu près équilibré au niveau de cette rencontre. Très peu de tirs cadrés côté Fenerbahçe, mais une grosse occasion de but. Beaucoup de fautes et un arbitre qui avait décidé de distribuer des cartons comme on distribue des bonbons à Halloween. Beaucoup d'intensité, vous voyez, 20 tacles d'un côté, 14 de l'autre, et une performance somme toute assez moyennasse de la part des deux équipes. Cherki transparent, oui, on va en parler. Qu'est-ce qu'il faut retenir de ce match-là? Déjà la blessure de Fofana,
Il est sorti à la 45e minute, 43e minute, pardon, remplacé par Lacazette. Et c'était peut-être la vraie curiosité de ce match, c'est qu'on a eu Lacazette et Mikotadze ensemble sur le terrain pendant un petit bout de temps. Et on a eu Lacazette dans un rôle de numéro 10. C'est-à-dire que Pierre Sage a tenté un truc. Et c'est ce qu'a dit Pierre Sage à la fin de la rencontre. Une déclare un petit peu bizarre d'ailleurs. Il a dit si j'avais pensé à moi plutôt qu'au club, j'aurais pas fait les mêmes changements. Ce qui est une déclare un peu chelou, hein, qui, à mon sens, trahit une certaine forme de tension quand même. Mais voilà, Pierre Sage a expérimenté Alexandre Lacazette en numéro 10. C'était pas si mal. Alors, je suis pas certain que Alexandre Lacazette numéro 10 avec Benrahma et Cherki, ce soit la solution idoine, parce qu'on a quand même 3 joueurs très axiaux. Mais ce placement de Cherki en 10, 9 et, de Lacazette en 10, 9 et demi, pourquoi pas? Voilà, pourquoi pas. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre? On a eu également Koumbedi, où moi j'ai trouvé que c'était un match plutôt intéressant de Koumbedi, à une exception près qui est que, bah, comme d'hab, hein, Koumbedi il dégoupille, il a pris un jaune très orangé à la demi-heure de jeu, mais globalement j'ai trouvé dans l'attitude et dans l'impact un Koumbedi pas scandaleux à une époque où Maitland Niles est un peu laborieux et où Clinton Mata est plus que jamais nécessaire en défense centrale. Effectivement, c'est le jaune habituel pour Koumbedi, on commence à être habitué, c'est vraiment son axe de progression. Alors il n'a pas beaucoup joué ces derniers temps, donc c'est difficile pour lui de progresser, mais on sait que Koumbedi c'est pas foncièrement un mauvais joueur, c'est juste que défensivement il y a des errances de temps en temps qui coûtent un peu cher. Là ça aurait pu vraiment coûter un carton rouge. Je pense que si on avait été en Ligue 1, il y aurait eu VAR et il y aurait eu rouge. Voilà, on est à peu près cohérent là-dessus. L'arbitrage, on s'en plaint en Ligue 1, mais alors l'arbitrage de ce soir, c'est plus un arbitrage maison là, c'est un arbitrage maison bio label rouge, hein. C'était une catastrophe, des cartons rouges, des cartons jaunes, en veux-tu en voilà. Il y a eu cette séquence totalement lunaire, juste avant la mi-temps, de Niakate qui fait un tacle parfait, qui prend rouge. Ensuite, il y a la VAR, mais bon, quand même, on met jaune. Hein. Alors qu'il y a littéralement rien du tout. Il n'y a même pas faute. Mais bon, on a mis rouge, on va revenir à mettre jaune pour pas se ridiculiser. Il y a eu un carton jaune pour Lacazette pour littéralement rien. Il y a eu un carton jaune pour Douye Kaletatsar qui fait une faute anodine alors qu'il vient de rentrer en jeu. Enfin, l'arbitrage c'était le japonais dans PES. Alors ça parlera qu'aux plus vieux d'entre vous, parce que les jeunes ils savent pas de quoi je parle. Mais Monsieur Kazuki dans PES, il arbitrait comme ça. Vous faisiez une faute, c'était jaune. Vous faisiez 2 fautes, c'était rouge. Ça m'a rappelé un petit peu ma jeunesse. Oui, vous avez la ref. Mais alors, pour avoir la ref, il faut avoir plus de 25 ans, je pense. Voilà, bon, un match qui a vraiment pas été aidé par l'arbitrage dans son rythme. Parce que déjà, il n'y avait pas beaucoup de rythme. Même si, effectivement, Fenerbahçe a pas mal pressé pendant 15 minutes. Après, on est tombé dans une espèce de faux rythme où des deux côtés, on avait des équipes qui étaient à la fois relativement solides défensivement, mais alors vraiment pas inspirées devant. Hein. On a eu une attaque lyonnaise avec un Cherki franchement transparent, Benrahma qui avance plus, Malik Fofana qui est sorti en fin de première période, qui est très timide, j'ai l'impression qu'il n'est pas vraiment revenu de la trêve, et un Mikotadze qui n'était pas vraiment dedans non plus. Les 4 offensives de l'OL ce soir, c'est quand même très moyen. On est en droit d'en attendre beaucoup plus, notamment, et je suis désolé, de Ryan Cherki, que j'ai allumé sur le match contre Toulouse, et vous m'avez dit sur Twitter, oh gna gna gna, c'était le meilleur joueur du match. Ouais, mais Cherki, on est obligé d'en attendre beaucoup. Je suis désolé, le référentiel de Cherki, c'est pas faire un match ok. Cherki, c'est le dépositaire du jeu, l'équipe elle tourne autour de lui, c'est un mec qui a des ambitions très hautes et qui casse les couilles à tout le monde pour jouer à son poste, comme il veut jouer, d'une manière qu'il veut. On est obligé d'en attendre beaucoup, on est obligé d'être exigeant. Je changerai pas mon fusil d'épaule sur Cherki. J'ai toujours été à la fois ultra fan de Cherki et ultra exigeant avec Cherki et je bougerai pas là-dessus. Je peux pas me satisfaire d'un match de Cherki qui vaut 5. Un mec comme Cherki, il doit faire 6 à tous les matchs. Sinon, il sert pas à grand chose. Il défend pas beaucoup. Il épuise pas les défenses. Vous voyez, en fait, Cherki et par exemple Nuama et Cherki, c'est 2 joueurs qui sont complètement opposés. Parce que Nuama, c'est un mec dont on n'attend pas grand-chose, mais alors il court, il défend. Et donc un mec comme Nuama, même quand il fait foncièrement un mauvais match, il n'est pas inutile. Un mec comme Cherki, quand il fait un mauvais match, ça nique le match. C'est pas de sa faute. On en attend tellement de lui que c'est la plaque tournante. Si la plaque tournante, elle fonctionne pas, bah c'est la merde. Si Nuama, il est pas bon balle au pied, bah c'est pas grave, il va faire les efforts, il va faire les appels, il va ouvrir des espaces et compagnie. Cherki, quand il est pas bon, c'est toute l'équipe qui s'écroule. Ce soir, Cherki, il est pas bon. Un bon Cherki ce soir. Un bon Cherki. Il y a 2-0.
Facile, doigt dans le pif. Un bon Cherki ce soir, il y a 2-0. Alors il est encore une fois pas aidé, parce que autour de lui, c'est quand même pas la fiesta. Mais c'est pas du bon Cherki ce soir. C'est du Cherki yaourt nature. Je suis désolé, je peux pas me satisfaire de ça. Voilà, et vous allez dire, oui, alors j'entends tout sur les réseaux sociaux. T'es un fanboy de Cherki, t'as une fixette sur Cherki. De toute façon, vous faites que critiquer, nanani nanana. On a le droit juste d'aimer le joueur et d'être exigeant, ou c'est pas possible? On a le droit de dire qu'un mec avec les ambitions et la prétention de Cherki, ce qui est une bonne chose d'être prétentieux quand on a ça dans les pieds, doit faire mieux. Il doit, à défaut d'être décisif dans un match, il doit peser sur la rencontre. Ce soir, honnêtement, je sais pas ce qu'a fait Cherki. Il m'a pas horrifié, hein. C'est pas un match affreux, hein. Attention, dosons, hein. On a vu du Cherki bien plus dégueulasse. Mais un match moyen de Cherki, moi, je peux pas l'accepter. Je peux accepter un match moyen de Benrahma. Je peux accepter un match moyen de, je sais pas, Tolisso. Même pas Lacazette, ça marche pas. Et je peux pas accepter un match moyen de Cherki. Par son rôle, par son style et par son talent, il a pas le droit d'être moyen. C'est tout. Donc voilà, je sais pas ce qu'il en est. Je pense que le contexte club est compliqué. Et on parlera un peu plus tard de tout ce qui se passe autour de Pierre Sage. Parce que je commence à en avoir un peu ras-le-bol aussi. Oh, la commu lyonnaise sur les réseaux, elle me fatigue. Elle me fatigue. Elle est con comme ses pieds, c'est pas possible, quoi. Les mecs qui veulent virer Pierre Sage, quoi. Excusez-moi, hein, je veux dire, je suis pas là à défendre Pierre Sage, c'est pas mon ami, il est pas parfait, il fait du coaching de merde de temps en temps, il a des trucs que je comprends pas. Vous voulez virer Pierre Sage? Putain, il a un mois mauvais. Il a un an de miracle, un mois mauvais. Je vous dis pas qu'à la fin de la saison, le constat ce sera pas bon bah Pierre Sage c'est peut-être pas suffisant. Et vous voulez le virer là, en plein hiver? Alors que c'est le bordel, on est encore en plein mercato? C'est ça que vous voulez? Vous êtes des malades. Vous pensez qu'il y a un coach qui peut fonctionner dans cet écosystème de merde où t'as Textor qui va sur RMC dans le dos du club, que t'as Nasser qui te pisse au cul de l'autre côté, t'as Vincent Labrune, t'as la DNCG, t'as les supporters qui foutent le bordel à Bourgoin-Jallieu et compagnie. Vous pensez vraiment qu'il y a un coach qui va arriver là et va faire tranquille, 25 joueurs dans l'effectif, il faut tout vendre, mais tranquille. L'écosystème, je suis pas là pour absoudre Pierre Sage de tous ses péchés, hein. Je suis pas content de ce que propose Pierre Sage depuis un mois. Je suis pas content du tout. Je l'ai annoncé depuis le match contre Aulnoy. Où Aulnoy, je me suis dit, oula, ça commence à puer un peu du cul tout ça. Donc, loin de moi l'idée de vous dire que Pierre Sage, c'est Pep Guardiola. J'aime l'humain. Je trouve que l'humain est intéressant. Il y a des choix que je comprends pas. Il y a du coaching que je comprends pas. Il y a des tactiques que j'ai du mal à lire. Mais, wesh, ça fait combien d'années qu'on enchaîne les coachs pourraves? Ça fait combien d'années qu'on n'a pas eu un coach qui a réussi à faire un truc avec cette équipe? Il a réussi, Pierre Sage, avec un tas de caca. Dans un caca. Dans un environnement de merde. Le dernier qui a réussi à construire un truc à peu près cohérent avec cette équipe, c'était Rudy Garcia. Et on l'aimait pas, pour des raisons, pour le coup, très valables. Et il avait un effectif qui était quand même autrement mieux foutu que celui de Pierre Sage. Et là, parce qu'on a enchaîné 5-6 matchs de merde, qui sont vraiment des matchs pourris. Ouais, Pierre Sage, il faut le dégager, il est nul, c'est un tocard. Waouh, mais vous savez quoi? Vous méritez que l'OL coule, en fait. Voilà, bah oui, bah vous savez quoi? On a qu'à virer les coachs tous les mois. Voilà, tous les mois on les vire. On fait comme l'an dernier. Voilà. Laurent Blanc, 4 matchs de merde, dehors. Fabio Grosso, 4 matchs de merde, dehors. Je vous dis pas que c'était pas la bonne décision. Et Silvino, pareil, dehors au bout de 10 matchs. Voilà, puis à un moment donné, Peter Bosz, on va lui laisser un an, puis dehors aussi. Wesh, il y a un truc qui a marché pendant quasiment un an. C'est que ça peut remarcher quand même. On va peut-être attendre 3 ou 4 mois de merde avant de se dire bon bah Pierre Sage c'est finito. Mon discours dans 1 ou 2 mois, il sera peut-être différent. Si on perd contre Nantes, si on perd contre Reims, si on perd contre Ludogorets, peut-être que là je vous dirais oula. Là oui, on atteint un point de non-retour. Comme c'était le cas avec Silvino. Silvino, quand on a perdu le derby, on était là genre bon, peut-être falloir arrêter les frais quand même. Mais là, c'est même plus la mémoire courte, là, c'est une mémoire de Labrador. On était où il y a un an? On avait 7 points en 14 journées. L'effectif, il a pas changé, hein, c'est à peu près le même. Hein. Il y a juste Mikotadze et un peu plus. Et il n'y a plus de Jacob Ryan, à peu de choses près. Hein. Il n'a pas vraiment changé et les problèmes de fond sont les mêmes. Il y a toujours un vestiaire avec des Lyonnais qui sont copains comme cochons. Il y a toujours trop de joueurs. Il y a toujours Textor qui fait n'importe quoi. Il y a toujours l'interdiction de recrutement de la DNCG. C'est toujours le bordel au club.
Donc il y a un monde où effectivement c'était un miracle pendant 7-9 mois. Mais au nom de ce miracle, je pense qu'on doit un petit peu plus de temps à Pierre Sage. Un peu plus. Pas un an, hein. Mais au moins la fin de saison. Au moins. Et si à la fin de saison, on s'est fait sortir en 8ème d'Europa League et qu'on est 7ème de Ligue 1, à ce moment-là, je vous dirais peut-être step up un peu. Ou peut-être éviter une Genesio bis. Voilà. Parce que la vérité, c'est que oui, il y a un risque pour Pierre Sage. Si on perd ce week-end, il y a une forte probabilité pour qu'il saute. C'est pas moi qui le dis, hein. Je veux dire, ça a été relayé dans l'équipe et compagnie. Il y a une température qui chauffe autour de Pierre Sage. Et s'il saute demain, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Qui va prendre la place? Comment? Est-ce que ça va être mieux? On n'est pas encore au point de non-retour. Le point de non-retour, on l'a atteint avec Silvino, on l'a atteint très vite avec Fabio Grosso, on l'a atteint avec Peter Bosz, ça a mis du temps, mais au bout d'un moment, on s'est dit que ça marcherait vraiment pas. Le point de non-retour avec ça, on n'y est pas. On n'est pas sur la bonne pente, mais laissez-lui quelques matchs quand même. Oh, tranquille. Voilà, je suis pas à vous dire c'est la faute des joueurs, c'est la faute des joueurs. Il y a clairement un truc qui marche plus depuis quelques rencontres. Mais les équipes, elles sont cycliques. On va pas gagner tous les matchs non plus. On est l'Olympique Lyonnais, on n'est pas, on n'est pas le Real Madrid Prime. Donc voilà, je trouve qu'il y a quand même un contexte autour du club qui pue sa mère. Voilà. Pierre Sage à RMC, c'est une erreur de communication. J'ai adoré l'interview, c'est super. Fais ça en juin, s'il te plaît. Fais pas ça au milieu du mercato. Va pas raconter des saloperies sur Cherki en plein milieu du mercato d'hiver. Elle pue sa mère, l'interview de John Textor sur RMC par rapport au club. Pour le football français, super, excellent popcorn, merci pour le spectacle. Et putain, ton club, il est déjà fragilisé. Et tu rajoutes une couche de fragilité par-dessus. Oh, j'ai dit quoi, Textor? Et encore une fois, voilà, ce que tu dis, Draden Mutant, bizarrement, Peter Bosz, le seul endroit où ça foire, c'est l'OL. Peut-être un problème qui dépasse le coach. Voilà. T'as dit ça, pardon, excusez-moi, je me suis trompé, je voulais dire Textor, évidemment. Donc voilà, le fait est que si on veut quand même trouver des axes de réassurance, ce soir, c'est un match où l'OL est moyen plus. Solide derrière. Au moins, c'est pas la panique, c'est pas le caca-culotte général. Ce match-là, si tu as des offensifs qui sont un peu plus à tête à l'endroit, tu le gagnes. Donc peut-être que c'est la bonne direction. Ça prend du temps de se soigner. Voilà, sur le terrain, tu ressembles à quelque chose ce soir. T'es pas en train de te foutre la tête dans les mains en disant oh là là, qu'est-ce que c'est que cette horreur. Mais même contre Toulouse. Toulouse, c'est juste un match chiant. Hein. Toulouse est légèrement meilleur, mais t'es pas non plus abyssal comme t'as été abyssal contre Bourgoin et Brest. Donc voilà, je trouve quand même que cet alarmisme général et cette chaleur qui se dégage de la communauté OL, hein, faut se calmer. Enfin, arrêtez un peu. Laissez les gens travailler en paix. Énervez-vous contre les coupables, en tout cas. Voilà. Franquès peut rebondir à Lyon la saison prochaine. Mais on n'est pas encore là. Je serai le premier à vous parler de prochains coachs, de licenciements, si c'est la catastrophada pendant encore un mois et demi. Putain, on est en pleine période de mercato. Mercato qui prend des bonnes directions, cela dit. Cacré est parti. Zaha est parti. Diawara est parti. Almada est arrivé. Calma. Calma, calma, quand même. Voilà. Et encore une fois, on va perdre contre Nantes et je vais péter un plomb. Voilà. Hein. Si on prend 2-0 à Nantes, je vais péter un plomb. Mais pour l'instant, tout va bien. C'est pas la fiesta, mais ça va. C'est pas le feu. On va se calmer quand même. Voilà. Orban parti aussi. Oui, Orban aussi. Ça va, il prend la bonne direction, ce mercato. Personne ne perd contre Nantes, on est nul. Oui, alors on connaît. Hein. Je vous rappelle, à toute fin utile, que vous avez Anthony Lopez qui va évidemment sortir le match de sa vie. On connaît. Et vous avez Johan Le Penant qui va évidemment marquer. Donc ça va être dur, quoi qu'il arrive. Nous sommes l'Olympique Lyonnais. On est une machine à relancer les équipes depuis 10 ans. Hein. Voilà. Le manque d'envie de gagner dérange, je trouve, ce soir. Bah ça, je suis d'accord avec toi. Je suis un peu choqué par le fait que sur les dernières minutes du match, les 10 dernières minutes, tu gères le score. Et ça, pour moi, c'est la marque d'une équipe qui a peur. Parce que si tu gagnes ce soir, tu peux faire tourner contre Ludogorets. Et ça te fera pas de mal, parce que tu joues l'OM.
Bah là, t'es quand même obligé de jouer à fond contre Ludogorets. Alors c'est Ludogorets, hein. C'est pas la fiesta. Mais t'es quand même obligé de le jouer à fond ce match-là. Pour pas te taper un barrage derrière. Donc voilà, on fera le point. Et je vous le dis, hein, on reparle de tout ça après le match contre Reims. Reims, t'as Nantes et t'as Ludogorets avant le match contre Reims. Si tu fais de la merde jusqu'à Reims, à ce moment-là, on pourra se poser des questions. À ce moment-là, si t'as pas gagné contre Nantes, t'as pas gagné contre Reims, ça commence un peu à puer du fion quand même. Parce que t'as le PSG derrière, tu vas probablement pas gagner contre le PSG, hein, c'est possible, hein, mais... Et là, tu pourras pas compter éternellement sur des mecs devant qui avancent pas. Pour l'instant, on a châté, hein. Devant, ça piétine, hein, on est encore à portée de tir. Mais il faut gagner contre Nantes, il faut gagner contre Reims. Sinon, t'es nul. Voilà. Et à ce moment-là, peut-être qu'il faudra réfléchir. Mais calma. Oh, on est le 22 janvier. 22, 23, 24, 23. Voilà. C'est à peu près tout en vrai hein, sur ce qu'il y avait à dire sur cette rencontre. De manière générale, bon, je suis pas content du match évidemment, c'était pas terrible. Je suis pas très content de l'attitude en fin de match parce que je pense qu'il y a moyen de battre cette équipe de Fenerbahçe. Il y avait de l'intensité mais il n'y avait pas grand chose d'autre. Il y a des joueurs à Fenerbahçe, merci Alan Saint-Maximin, mais alors ça avance plus trop quand même. Hein. Oui, j'ai vu Mourinho qui reconnaît pas Pierre Sage. Voilà, après bon, c'est pas trop étonnant. Mais oui, il va vers Abdelredissi. Abdelredissi lui dit non, c'est lui le coach. C'est un peu rigolo. C'est totalement anodin hein, dans l'absolu. Voilà ce qu'il y a à dire sur ce match. Toujours relou d'aller jouer en Turquie. En vrai, un match nul à Fenerbahçe, c'est quand même pas un résultat scandaleux. T'as pas été très mis en danger. T'as pas été intéressant offensivement. Mais c'est des matchs où si t'as un peu plus de confiance, ils basculent dans ton sens. Donc je suis pas alarmiste par rapport à ce match-là. Beaucoup moins alarmiste par rapport à ce match-là que par rapport au match contre Toulouse, où j'étais vraiment inquiet. Hein. Alors, le match contre Toulouse, je vous rappelle, hein, je vous avais parlé de ces fameux matchs par moins de degrés où tu rentres du stade et tu te dis j'y vais plus jamais. Le match contre Toulouse, il est de cette race de match-là. Hein. Voilà, au début de la saison, on aurait signé pour un nul là-bas. Oui, en vrai, oui. Voilà. Tu peux finir cette campagne d'Europa League avec quoi 17 points. C'est ça. Si tu bats Ludogorets, tu finis avec 17 points. Oh, on aurait signé, hein. On aurait signé 17 puntos en Europa League. Faudra battre Ludogorets. Ludogorets, à toute fin utile, ils sont 33e de l'Europa League. Ils ont 3 nuls, 4 défaites. Bon. Si t'es pas capable de battre Ludogorets, là, ok. Là, je veux bien que vous me disiez, Pierrot, c'est gentil, mais il va peut-être falloir penser à autre chose. Voilà. Ils sont combien, Nice? Bah, je crois que Nice, ils réussissent à être dernier, là, non? Ah non, ils sont toujours avant-dernier, Nice. Non, il y a toujours le Dynamo Kiev. Après, le Dynamo Kiev, ils ont 1 point et moins 14 de différence de but. Sacrément solide. Hein. Mais non, Nice, ils ont décidé... Franchement, faut respecter l'OGC Nice. Parce que l'OGC Nice, ils ont décidé de faire le taf jusqu'au bout. Hein. Jusqu'au bout, ils vont être nuls à chier en Europa League. Il y a vraiment un statement de la part de l'OGC Nice de regarder l'Europa League droit dans les yeux et de lui dire « J'en ai rien à taper ». Donc moi, je respecte. Parce que vous voyez, il y a les équipes qui balancent un peu par-dessus bord et tout. Pire, il y a celles qui se font éliminer en barrage comme Lens. Non, là, Nice, ils sont allés en phase de poule et ils ont dit on va faire 8 matchs, 8 grosses merdes. Et ça, faut respecter. Faut respecter. C'est le panache. C'est ça l'ADN français. C'est on privilégie le championnat. L'Europe, on s'en fout. Hop là, par-dessus bord. Elfsborg, c'est quoi Elfsborg? Vous savez mettre ça sur une carte? Non, eh ben on perd quand même. Donc respect les GC Nice, vraiment respect. Ça les empêchera pas de finir devant nous en championnat, mais au moins, ils auront bien bottle le coefficient UEFA. 8 matchs, 8 saucisses. Le parcours européen de l'OGC Nice, c'est un très très beau barbecue. Bravo eux. Voilà. En vrai, c'est un peu la honte. Hein. Franchement, c'est un peu la honte. Parce que toute l'année, on veut qualifier l'Europe, on veut se qualifier en Europe. Pour faire ça, en Europa League. Franchement, la honte, le parcours européen de l'OGC Nice. Franchement, il n'y a même pas d'essai, quoi. Enfin... Et le pire, c'est que je crois que c'est l'équipe type, hein. Non, c'est pas l'équipe type. Mais bref. C'est un peu la honte, quoi. Voilà. Enfin, moi, je serais le club qui a terminé derrière Nice en championnat, genre un peu les boules, quoi. On oublie trop Lens. Non, mais Lens, c'est pas pour absoudre Lens de ses péchés. Un malentendu en barrage, ça existe, hein. Lyon l'a subi, hein. On s'est fait sortir par l'Astra Giurgiu, Bordeaux s'est fait sortir par Videoton, Marseille s'est fait sortir par le Nada Boleslav, ça arrive à tout le monde.
Un malentendu en barrage, ça arrive dans tout le monde. Par contre, quand tu as une phase de poule à 8 matchs et que tu as 2 points, c'est vraiment que là, à un moment donné, bon... Tu utilises saucisse pour parler des matchs de Nice, je pensais que tu étais féministe. J'ai cette référence. Voilà, bon, on a fait à peu près le tour sur ce qu'il y avait à dire sur ce débrief, donc on va passer aux notes. Je vous rappelle, malheureusement, que les notes ne fonctionnent pas aujourd'hui, donc on va les faire à la mano. Je suis désolé, ce sera réparé pour le prochain match, normalement. Alors, Pierre Sage, c'est pas 3,5 du tout, c'est juste que j'ai oublié de changer. Voilà, tac, normalement c'est bon. Non, c'est pas bon, ça fonctionne pas. Est-ce que ça fonctionne? Oh là là, on n'est pas au point là, hein. Attendez, donnez-moi 2 secondes. Pourquoi ça veut pas fonctionner? Ah, voilà, c'est bon. Ok. Perry. Lucas Perry ce soir. 2 arrêts, pas de but encaissé. Pas de belle relance. Un peu au sef, hein, le match de Perry. Un peu au sef, non? Mais quoi, 6? Enfin, 6, c'est gentil en vrai, parce qu'il y a quand même pas grand-chose dans le match de Perry. Il n'y a rien de positif, il n'y a rien de négatif. Bon, 5,5. Allez, 5,5. On va mettre 5,5. Pourquoi ça ne veut pas s'enregistrer? Ça m'en fout. Voilà, c'est bon, 5,5. La défense centrale, pour le coup, grande satisfaction de la soirée. Niakate, il y a quand même quelques petits trous d'air de temps en temps, notamment la tête qu'il envoie en retrait, là, qui fait une occasion de but, et ce duel Foirax contre Dzeko qui m'inquiète toujours. Après, dans la relance, il a été bon, Niakate. C'est un match OK+, de la part de Niakate. On va mettre un 6 pour Niakate ce soir. Je pense que c'est normal. On va dire que c'est normal. Voilà. Hop là. Ça marche? Oui, ça marche. Formidable. Mata, toujours solide. Toujours vivant, toujours à la banane, toujours debout. Bon, c'est un 5,5 pour Mata. C'est bien la preuve que le Mata, c'est quand même la force tranquille. Pour le coup, lui, il dégage de la sérénité. Vous voulez quoi, mettre 6 pour Mata? Ouais, 6 aussi. Allez, 6 aussi pour Mata. Bon match de la défense centrale. C'est quand même à signaler parce qu'on sort quand même un enchaînement de rencontres où ça a été la calamité absolue. Voilà. Rangers égalise, on est 4e. Merci à vous pour l'actualité en direct. Abner... Bah en fait c'est pareil, c'est-à-dire qu'on en attend tellement peu d'Abner, quand il fait un match relativement correct, on a envie de surnoter. Le match de Abner, c'est un 5. Un 5 bien tassé, un 5 sympa, un 5 pouces en l'air, voilà. Et comme on est sympa, et qu'on le voit pas souvent, et qu'il est souvent très très moyen, on va mettre 5,5. C'est un 5,5 Abner. Koumbedi, alors Koumbedi, c'est à tempérer, parce qu'il y a quand même ce tacle un peu zinzin qui peut valoir rouge. Pour le reste, ça a été un match assez intéressant, offensivement notamment. Il a quasiment joué ailier parce qu'il y avait Cherki et Benrahma qui jouaient tous les deux numéro 10. J'ai trouvé que c'était un match plutôt intéressant de Koumbedi, très honnêtement. Je vous trouve un peu dur quand vous mettez 4,5. Oui, il y a le cerveau qui saute. Mais voilà, on va mettre 5 parce que son tacle, il peut valoir rouge et flinguer le match. Mais en vrai, c'est plutôt un match intéressant de la part de Koumbedi, je trouve. Au milieu de terrain, Macic, match un peu au sef de Macic. Ni bon ni mauvais, fiable. Voilà, c'est un match OK hein, de la part du milieu de terrain de manière générale. On va mettre 5,5, 6. 5,5 pour Matic. 5,5 pour Matic. Tolisso, pour le coup, je l'ai trouvé bien. Pas flamboyant, mais bien. J'ai vu, je crois qu'il a pris 6 dans l'équipe et je suis assez d'accord avec cette note-là. On va mettre 6, 6,5, 6. 6,5 ou 6 pour Tolisso. Allez, 6,5. On va mettre 6,5 pour Tolisso. Voilà. Matic, super métronome. C'est vrai qu'il a été pas mal ce soir. On va rehausser un petit peu la note de Matic. Vous avez raison, on n'est pas assez généreux au niveau du milieu de terrain et on va pas être très généreux sur les offensifs après. Les offensifs, justement, parlons-en. Fofana, on va le noter parce qu'il a quand même joué 40 minutes de match. C'était un peu timide. Il y a cette belle action où il fait une feinte de contrôle pour partir dans le dos de la défense, mais il se fait rattraper. C'est plus le Fofana supérieur athlétiquement. C'est un match très 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 moyen de Fofana ce soir. Ça va pas fort depuis un mois. C'est moyen depuis un mois. On va mettre 4 à Fofana ce soir. Je sais qu'il n'a pas été noté dans l'équipe, mais on va mettre 4. Cherki, transparent. Et Cherki, en vrai, c'est un match de Cherki qui vaut 4. Pour être tout à fait honnête. Mais, je suis désolé. Je vais saquer parce que j'attends pas de Cherki un match à 4. Donc je vais mettre 3,5. Parce que j'estime qu'un Cherki qui fait un match à 4, c'est pas tolérable. Je vais mettre 3,5 ce soir. C'est quoi l'explication pour Fofana? Je n'ai pas d'explication. Benrahma... Benrahma... Je vois pas la plus-value qu'il apporte à cette équipe. Il y a des fulgurances.
de temps en temps. Mais alors, qu'est-ce qu'il faut comme déchet pour avoir la fulgurance? Je sais pas. Ça m'emmerde parce que Benrahma, c'est un joueur que j'ai très envie d'aimer. Dans le style et compagnie. Et quand il fait des bonnes mi-temps, parce qu'il fait rarement des très bons matchs, hein, il fait des bonnes mi-temps. C'est chouette. Mais c'est... En fait, je vais dire, vous allez me dire que je suis horrible. Hein. Il me rappelle Rachid Ghezal. C'est-à-dire que, oui, il y a des trucs qui rentrent de temps en temps, il y a des stats. Mais alors, qu'est-ce qu'il faut comme déchet pour avoir la stat, quoi? Qu'est-ce qu'il faut tenter pour réussir? C'est dur, hein. Ghezal était meilleur. Alors, Ghezal était meilleur pendant 3 mois, hein, mais il faut quand même pas oublier que Ghezal, c'est 3 ans. Hein. Donc, au prix qu'il a coûté, avec l'expérience qu'il a, on doit... Enfin, j'en attends, mais infiniment plus de Benrahma, mais je passe mon temps à répéter. Le curseur d'exigence, il n'est pas le même pour les joueurs. C'est pas la même exigence pour un Fofana qui a 19 berges, qui a pas d'expérience, qui est jeune, qui a une marge de progression de fou, et Benrahma qui a 29 piges, qui a des saisons en première ligue dans les pattes. C'est pas le même curseur d'exigence. À match égal, on va pas noter pareil. Et c'est normal. C'est normal. Comme c'est pas le même curseur d'exigence entre Mikotadze et Lacazette. C'est... Dembélé, Wish, ouais, c'est un peu ça. Enfin, moi, je vais mettre 3. Vous êtes un peu sévère aussi, parce que il est pas affreux son match. Il est juste insignifiant. Mais ce genre de joueur-là ne peut pas se permettre de faire des matchs insignifiants. Parce qu'il tente énormément de choses. Donc, voilà. Et Mikotadze, c'est pas un bon match non plus. Mikotadze, je l'ai trouvé un peu perdu. Je l'ai trouvé... il s'est fait balader physiquement. Alors après, c'était des armoires à glace en face. Hein. C'est dur pour Mikotadze. Mais c'est pas un bon match... de Mikotadze ce soir, il n'a pas été impactant, il n'a pas été capable de tenir le ballon, et pour le coup l'entrée de Lacazette a fait un peu de bien à cette équipe derrière. On le notera pas ce soir parce que j'ai pas le moyen de vous le mettre sur la feuille de match, mais si je devais noter Lacazette ce soir, je mettrais un 5 ou un 5,5 parce que j'ai trouvé qu'il avait fait beaucoup de bien dans justement sa capacité à tenir le ballon, ce qui a été très très dur face à un Fenerbahçe qui poussait, hein, qui pressait quand même. Voilà. Et Pierre Sage, en vrai, je sais pas combien mettre ça. Je vais mettre 5 un peu par dépit. Je lui reprocherais quand même de ne pas avoir su insuffler la gagne en fin de match. Mais en même temps, si tu pousses et que t'en prends un, c'est pour ça que je suis pas trop d'accord avec son truc de j'ai joué pour le club avant de jouer pour moi. Je pense que s'il n'est pas sur la sellette, Pierre Sage, il joue la gagne. Et je pense justement qu'il joue le 0-0 parce qu'il sait que s'il perd, il peut sauter. Parce que l'OL est un club géré un peu n'importe comment. Hein. Et je pense que Pierre Sage, la consigne, c'est on ne perd pas. Voilà. Le PNG de Sage en bas à gauche me fait beaucoup rire. Je sais pas pourquoi ça vous fait rire, mais pourquoi pas. Jamais il saute. Bah, si. Si. Si jamais il perd ce soir et qu'il gagne pas. Si jamais ça perd ce soir et que tu gagnes pas contre Nantes, je pense qu'il saute. Voilà. Ce serait bien d'avoir une note générale de l'équipe car en fonction les individualités peuvent être impactées. C'est vrai qu'on pourrait faire ça, ouais. Une note d'appréciation globale On fera ça pour l'an prochain. Comment est-ce que ça je peux être mis en question? Bah ça on en a déjà parlé tout à l'heure. Hein. Je comprends les critiques. Je comprends même qu'on émette l'hypothèse que Pierre Sage c'était bien pour faire le pompier, mais c'est pas suffisant pour viser le top 4. Admettons. Mais vouloir le virer là maintenant, honnêtement, je comprends pas. Voilà. Je ne comprends pas. C'est du court-termisme. On en reparle dans un mois, et peut-être que dans un mois, je vous dirai, bah là, il faut changer quelque chose. Ça va être trop tard après. Mais, c'est du court-termisme et de l'ingratitude, en fait. Je suis désolé, hein. C'est de l'ingratitude. Pierre Sage, il a pas juste pris une équipe 5e pour l'emmener à la 2e place, hein. Pierre Sage, il a pris une équipe morte, enterrée, finito complet, et avec relativement peu de changements dans le 11 de départ, il l'a emmené à la 6e place, avec un bilan comptable qui est meilleur que celui de Gérard Rouillet. Je vous dis pas que c'est éternel, je vous dis pas que c'est Pep Guardiola, je vous dis pas que ça va être la dynastie Pierre Sage pendant 5 ans, je vous dis juste que va quand même falloir être un tout petit peu respectueux de ce qu'a fait Pierre Sage, et je pense que ce qu'il a fait pendant 8-9 mois lui donne un peu de temps quand même. Et encore une fois, ça ne veut pas dire qu'à la fin de la saison, je ne serai pas d'un autre avis qui consiste à passer à autre chose. C'est possible. Parce qu'avec Genesio, l'OL a fait cette erreur-là, de s'entêter avec un excellent pompier qui était arrivé au bout du truc au bout d'1 an et demi.
Peut-être qu'à la fin de la saison, il faudra passer à autre chose. Mais je pense que Pierre Sage, par rapport à ce qu'il a fait l'an dernier, mérite au moins un mois de plus avant d'être pleinement remis en question. Au moins. Voilà. Si jamais tu gagnes pas contre Nantes, tu gagnes pas contre Reims et tu perds contre l'OM et contre le PSG, à ce moment-là, oui, bon, là, voilà. Mais là, calma quand même. Je pense pas que ça fasse du bien à l'écosystème autour du club que d'avoir cette pression-là, d'avoir les rumeurs de Fonseca qui en plus sont confirmées derrière dans la presse. On est fatigué, hein. On est fatigué. Voilà, je pense que c'est une bonne conclusion de tout ça. Je vous laisse faire les pronos pour le match contre Nantes, pardon. Vous mettez point d'exclamation prono dans le chat. Participez, là le classement n'est pas à jour parce qu'il y a eu des petits bugs sur l'interface qui sera corrigé pour ce week-end. Et puis bon, on a fini ce débrief. Voilà. Après Fonseca, je prends tous les jours. Moi aussi, je prends tous les jours Fonseca. Je le prends avec grand plaisir à la fin de la saison si ça se passe mal. 100%. Je fonce sur Fonseca à la fin de la saison. Mais tranquille, hein. Tranquille. Parce qu'en réalité, si l'OL gagne contre Nantes et gagne contre Reims, on va être 4e, on va être 3e, et tout ira mieux. Tout ira mieux. Laissez passer ces 3 matchs. Donnez-lui 3 matchs de plus à Pierre Sage. C'est tout ce que je vous demande. Il y a un monde où dans 3 matchs, t'es 4e d'Europa League qualifié en 8e de finale, et t'es sur le podium. Voilà. Il y a un monde. Tant que ce monde-là, il existe, foutez-lui un peu la paix. Si t'es nul contre Nantes, tu fais match nul contre Ludogorets et tu perds contre Reims, là, ok. Là, on peut foutre le feu. Là, il n'y a pas de problème. Voilà. Mais attendons tranquille, hein. Tranquille. Voilà. On a fini ce débrief. Merci d'avoir suivi ce débrief. Il y a pas mal de choses qui se préparent sur la chaîne. Rien de définitif encore. Mais je sais qu'il y en a pas mal parmi vous qui réclamaient un truc sur la Ligue 1. Bah, peut-être que ça va venir. Voilà. Je vous tease pas plus que ça, parce que pour l'instant, rien n'est signé, rien n'est quoi que ce soit. Mais peut-être qu'à terme, on pourra avoir un format sur la Ligue 1 au global. Voilà. On se retrouvera du coup pour Nantes. Ce sera dimanche à 15h, si j'ai pas de bêtises. 17, 15h 17, 15h, c'est à quelle heure le match contre Nantes? C'est à 17h15. Donc, le débrief aura lieu à 19h15 et en replay sur YouTube à 20h. Voilà. Il y a Marseille avant Reims, pardon. Oui, non, hein, quoi? Il y a Marseille avant Reims? Oui, pardon, il y a Marseille avant Reims, effectivement. Voilà. Et bah, à dimanche, pour ceux qui sont sur YouTube. Et si vous êtes sur Twitch, bah, on reste un peu ici. Hein. On n'est pas pressé de toute façon. Hein, on va pas être pressé de mettre un débrief de 0-0. Quand même fait 38 minutes sur un 0-0. Je tiens à m'auto-féliciter pour ça. Voilà, bisous, à bientôt.